Rebonjour à tous. Donc, juste pour me présenter, je suis Tony Jo, donc je suis président de VDCOM et je suis également responsable du programme véhicules connectés à la PFA, la plateforme automobile. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter cette très belle table ronde. Ma foi, je dois dire que j'ai été surpris parce que tout le monde a répondu présent, donc, et puis ils ont tous le sourire, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc on va parler quand même d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, c'est un peu fort là, non ? Qui est au cœur de l'actualité, c'est la 5G. À quoi sert la 5G ? Qu'est-ce que ça nous apporte dans la mobilité ? Donc vous avez déjà eu quelques aperçus brillants ce matin. Enfin moi j'ai trouvé ça très bien. Donc cet après-midi on va avoir la chance d'avoir une couverture, je dirais, d'à peu près toute la chaîne couvrant les besoins de la 5G pour la mobilité. Et on va commencer par Anne-Tuc qui va se présenter comme tout le monde et qui va dire en quoi la DGE, qu'est-ce que la DGE fait pour la 5G. Donc Anne-Tuc, 4 minutes. L'organisation de cette table ronde. Donc, Anh-Tuc Nguyen, je suis chef de projet réseau et usage 5G à la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait en 5G, surtout dans notre équipe ? Donc, si on peut passer à la deuxième slide, j'imagine il y aura J'avais préparé des slides. Voilà, merci. Donc, la DGE est responsable de coordonner la stratégie d'accélération 5G au niveau national. En lien avec les autres ministères, comme le ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de la Recherche, et aussi avec des agences techniques comme l'ARCEP et l'ANSSI pour la partie cybersécurité. Le souhait de l'État, c'est de mobiliser de financement public à l'auteur de près de 500 millions d'euros d'ici fin de l'année, et plus de 700 millions d'euros en 2025 pour investir dans les cas d'usage de la 5G et les futures technologies de télécom. Et par l'effet de levier, donc les investissements privés qui va compléter ces investissements publics. L'ambition est d'atteindre 1,7 milliard d'investissements en fin 2025. Il y a 4 actions identifiées. Le premièrement, c'est de favoriser la demande, concrètement de favoriser le développement de cas d'usage 5G. Deuxièmement, c'est pour favoriser l'offre, donc le développement des solutions françaises sur le réseau télécom. Le troisième, c'est de favoriser la R&D. Et le quatrième, c'est de renforcer l'offre de formation. Et merci. Donc, je voudrais vous présenter ici le premier résultat de la stratégie d'accélération 5G. Donc, il s'agit de résultats de l'appel à projet plan de relance. Nous avons sélectionné 21 plateformes d'expérimentation 5G dans des cas d'usage très différents, que ce soit dans la mobilité connectée, dans l'industrie 4.0, dans la santé, et dans les bâtiments connectés ou aussi des territoires connectés. Vous avez une très jolie carte de la France avec des points bleus sont là où se trouvent les plateformes d'expérimentation. De manière générale, ce sont des consortiums qui reflètent un peu les genres de consortiums que vous avez vu ce matin avec des fournisseurs de solutions, des utilisateurs, des opérateurs, et voilà, qui testent des cas d'usage ensemble et qui encouragent l'émergence de nouveaux cas d'usage. Et parmi ces 21 plateformes, 7 concernent les mobilités connectées. Voilà. Merci beaucoup, c'est très, très bien. Et puis félicitations. Hein, je pense que là, comme on disait, il y a pas mal d'argent qui est mis à disposition. Là, maintenant, libre à vous tous d'aller chercher cet argent. Et quand vous avez besoin d'un contact, vous connaissez Anne-Tuc maintenant. Elle a des millions à vous donner. On va continuer par les opérateurs télécoms et infrastructures. Donc Emmanuel, la parole est à toi. Oui, donc moi je suis en charge du développement dans la direction entreprise de Bouygues Télécom. Donc c'est tout ce qui est développement de nouvelles activités pour Bouygues Télécom entreprise. Alors on est surtout connu Bouygues Télécom comme un opérateur grand public, mais on est aussi un opérateur entreprise important. On est le 3e opérateur en France avec plus de 80 000 clients. Et notamment dans le mobile, on est présent dans plus de 35% des entreprises du CAC 40.
avec plus de 2 millions d'utilisateurs mobiles, 100 millions fixes, et une forte croissance sur ce marché sur lequel on investit énormément, notamment au travers de nos infrastructures, donc bien sûr en termes de couverture aujourd'hui sur notre réseau 4G, avec 99% de la population couverte. Et surtout, on a beaucoup investi en matière de fibre, à la fois pour le grand public et les entreprises. Et aujourd'hui, on couvre 90% des entreprises en fibre, dont plus de 60% maintenant en propre par du déploiement dans les trottoirs par nous-mêmes. Slide suivante. Donc, forcément, en tant qu'opérateur sur la 5G, qu'est-ce qu'on fait ? On investit dans ces infrastructures. Bouygues Telecom s'est investi plus d'1,3 milliard par an dans ces infrastructures mobiles et fixes. Donc, c'est assez énorme en termes de montant d'investissement qui servent bien sûr au grand public et à l'entreprise. Sur le marché entreprise, par ailleurs, sur la 5G, on accompagne nos clients avec plus de 1400 collaborateurs qui sont dédiés au marché entreprise, répartis en France un peu partout dans 11 agences aujourd'hui, plus un réseau de distribution. Et puis, on investit aussi dans la technologie avec des partenaires. Sur le réseau fixe entreprise, c'est avec Nokia. On a un cœur de réseau dédié aux entreprises avec Nokia. Sur la partie mobile, on travaille avec Ericsson. Et puis, on a tout plein de partenaires dans des domaines assez variés. Alors, sur la 5G, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui ? On participe à 2 des projets financés par l'État que sont Open Road et BATLab. Alors, BATLab, vous me direz, Bouygues, c'est normal, sauf que c'est pas avec Bouygues qu'on le fait, c'est avec Dalkia. Et puis, on travaille sur un 3e projet de Fab Lab là-dessus. Donc, c'est plutôt pour les industries. Avec le KM0, qui est une pépinière à Mulhouse dédiée aux startups qui travaillent dans la digitalisation de l'industrie, et IBM comme partenaire. Voilà rapidement le portrait de ce que l'on fait côté entreprise. Merci beaucoup, c'était très clair. On va continuer avec les opérateurs. Endofen, tu présentes TDF. Merci beaucoup et tout d'abord merci à VDCOM pour l'organisation de cette journée. Elle fut très intéressante et très instructive pour nous tous. Donc je suis en charge de l'innovation chez TDF. Notre rôle, c'est de développer de nouveaux produits et de nouveaux services pour nos clients, basés sur la technologie et donc sur la 5G. Alors, je voulais d'abord commencer par présenter TDF. TDF est un opérateur national d'infrastructure. Donc, on est présent sur 3 domaines d'activité, que sont les infrastructures télécom, l'audiovisuel et la fibre optique. Donc, en ce qui concerne les infrastructures télécom, nous avons plusieurs lignes de produits qu'on appelle par exemple la ligne de produits SPH, qui est la ligne de produits qui nous permet d'accueillir les opérateurs télécoms tels que Bouygues Telecom, mais aussi les 3 autres sur nos infrastructures. Mais aussi, on travaille avec les ministères, comme les institutionnels de manière générale, pour les accueillir sur nos infrastructures. De l'autre côté, on a aussi des lignes de produits sur l'indoor, sur les data centers avec le mobile edge computing et peut-être de futures lignes de produits avec l'arrivée de la 5G et la 5G B2B. Je ne vais pas trop m'attarder sur la partie audiovisuelle et sur la partie fibre optique. Alors, TDF, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de la 5G ? On est très présent sur la partie indoor parce que très récemment, il y a 4 ans, on a signé un accord important avec Gares & Connexions qui nous permet d'avoir le monopole sur 3000 gares en France. Et donc, on travaille de concert avec les opérateurs mobiles pour faciliter le développement de la connectivité en indoor, que ce soit dans les métros, dans les gares, dans les bâtiments publics, mais aussi dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment un domaine d'activité qui est en très forte croissance chez nous, à TDF. D'un autre côté, on continue à accompagner les déploiements de la 5G, les déploiements nationaux de la 5G avec les opérateurs de téléphonie mobile. Donc on les accueille sur nos infrastructures, que sont notamment nos sites, nos pylônes, nos toits terrasses, mais aussi de plus en plus sur nos data centers. Et maintenant, la 3e, peut-être future activité, c'est tout ce qui concerne les réseaux privés, où on est en pleine réflexion sur notre stratégie. Et dans ce cadre-là,
on mène des expérimentations, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec VDCOM, où on fournit à VDCOM une infrastructure complète de réseau mobile. Il y a l'équipe qui a travaillé sur ce projet qui est présente ici. Une infrastructure complète, je veux dire par là un cœur de réseau mobile, un réseau d'accès, un réseau backhaul, mais aussi du mobile edge computing. Mais pour nous, les réseaux privés, c'est beaucoup plus que ça, parce que ça touche aussi le domaine des entreprises. Donc dans le futur, il y aura besoin de continuer à accompagner ces entreprises-là dans leur transformation numérique. Merci. Merci beaucoup. On va terminer par Guillaume. Bonjour à tous. Merci à VDCOM pour nous accueillir et effectivement l'organisation de cette super journée avec le soleil. Alors effectivement, peut-être en quelques mots, la croix qui on est équipementier, nous. Donc on fournit des devices spécialisés plutôt sur la IoT. Et effectivement, la 5G pour nous, c'est quelque chose de très transverse parce que ça vient toucher finalement les 3 activités de notre groupe. Première activité qui a impacté, c'est l'Acro Electronics, qui est effectivement spécialisée dans toute la partie Smart Air Industry et qui est un des points d'ailleurs qu'on a vu sur la carte, puisqu'on a fait sortir une usine de terre pour fabriquer effectivement les nouveaux produits du groupe et d'autres clients effectivement dans les Pays de la Loire. Et on a pris la décision effectivement de l'équiper en 5G pour justement expérimenter je dirais, ce que peut apporter la 5G, notamment sur l'industrie 4.0, l'efficience opérationnelle des usines. On a une autre activité effectivement qui s'occupe de tout ce qui est environnement, donc tout ce qui est télégestion des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie. Et là, on voit bien, on n'a que des produits connectés. Et donc forcément, la 5G, pour nous, c'est un impact quand même assez majeur sur des marchés importants. Et donc, tout ce qui concerne le pilotage des systèmes sur effectivement la remontée d'informations sur l'énergie, c'est au cœur des enjeux à la fois environnementaux et en même temps avec l'arrivée de la 5G, on est obligé de se préparer justement à l'émergence des nouveaux services et produits qui sont avec. Et enfin la mobilité, l'AcroCity effectivement, qui participe entre autres à 2 projets 5G Open Road dont on a parlé ce matin, et effectivement qui va nous permettre de voir quel est l'impact de la 5G sur les usages de la ville. Effectivement trouver ce modèle, je crois que c'est ça qui est assez clé, qui va nous permettre de combiner à la fois les investissements d'une collectivité pour avoir son territoire connecté, avoir des services aux citoyens, et en même temps l'émergence de nouveaux services de mobilité autonome qui sont aussi une promesse importante pour l'ensemble des usagers. Et nous, on est entre les deux, effectivement, à fournir à la fois les équipements de terrain qui vont rendre ça possible. Donc voilà, donc la 5G, effectivement, quelque chose, une technologie en fait qui va bouleverser globalement nos écosystèmes de façon transverse au groupe, et donc on est très fiers de suivre l'ensemble de ces projets. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à l'automobile avec Saleh pour Stellantis. Bonjour à tous, donc Saleh Bensator, donc je suis spécialiste V2X au sein du groupe et je suis également responsable des systèmes connectés pour le véhicule autonome au sein de la direction recherche et innovation. Et donc, avant de présenter en fait le groupe, on est conscient. En fait, aujourd'hui, quand on voit nos véhicules, on part du principe que l'objet que l'on voit, c'est uniquement l'objet physique, celui qui nous mouvoie d'un endroit à un autre. Mais aujourd'hui, on est parti un peu plus loin que ça. En fait, aujourd'hui, le véhicule, c'est une combinaison d'éléments intégrés dans le véhicule, mais aussi d'autres qui sont débarqués. Sur des clouds, et donc ce qui est produit aujourd'hui, c'est un véhicule connecté, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos concessions. Donc juste pour rappeler Stellantis, ça reste un groupe assez nouveau dans l'écosystème automobile, mais en réalité, c'est la fusion de 2 grands groupes, ex-PSA et ex-FCA. Donc aujourd'hui, au sein du groupe, on a 14 marques, à la fois européennes, américaines et puis italiennes. Et puis, vous allez voir tout en bas, on a 2 entreprises qui sont plutôt là pour de la mobilité, du service de mobilité, Free to Move. Je pense pour ceux qui habitent en Ile-de-France voient assez régulièrement les véhicules. Et puis l'ISIS qu'on connaît en Europe, mais surtout aux États-Unis. Voilà. Donc, en tant que groupe, évidemment, on est au cœur des questions
autour de la connectivité, des coopérations entre véhicules, et puis évidemment il y a la question de la 5G. Donc nous, on est au cœur de la mise en œuvre de la 5G dans nos véhicules. Et donc comment ça s'articule nos activités autour de la 5G? Donc c'est des implications fortes au travers des projets collaboratifs autour de la 5G. Et donc là, j'en énumère quelques-uns, mais le dernier, je pense que ça a été évoqué à plusieurs reprises, le projet 5G Open Road. Donc c'est avec une ambition assez intéressante de faire fédérer l'ensemble des acteurs de la mobilité. Et puis en réalité, on a amorcé ces travaux depuis 2015, notamment au travers Toward 5G, vers la 5G, voir toutes les possibilités de la 4G en passant par le LTE V2X et puis la 5G, voir qu'est-ce qu'on gagne finalement en termes de performance. Et donc on est impliqué sur des activités françaises, donc 5G Car, 5G Croco. Et puis il y a 5G Carmen au travers nos homologues qui sont en Italie. Donc le but finalement de nos expérimentations sur la 5G, c'est de se poser la question quel rôle va jouer cette nouvelle technologie au service du véhicule de façon plus large et surtout au service du véhicule autonome. Quel est cet apport? Qu'est-ce qu'on active comme nouveau cas d'usage? Et puis évidemment, ayant conscience en fait de cette importance ou de fédérer, de converger ces demandes, celui de la mobilité et des nouvelles technologies de communication, nous sommes pleinement acteurs au sein de la 5GAA, donc c'est l'Alliance automobile autour de la 5G, et on est même board member, donc avec une implication forte dans l'ensemble des groupes de travaux. Voilà. Merci beaucoup. Et Isabelle, tu vas continuer pour Renault? Oui, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses par rapport à Stellantis parce que ça se ressemble quand même pas mal. Donc le concurrent, c'est bon signe. C'est bon signe. Ouais. Le concurrent Renault. Donc Isabelle Paulin-Jardel, je suis le chef de projet sur 5G Open Road et je suis rattachée à la direction de l'innovation et de la recherche. Et la 5G, c'est un sujet clairement d'innovation chez nous parce qu'effectivement on se pose encore beaucoup de questions. Alors peut-être un petit point sur Renault et notre raison d'être, hein. Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Donc vraiment l'innovation au cœur de notre motivation et pour nos clients. Si on passe sur le suivant, oui, j'ai mis le projet 5G Open Road. Pourquoi est-ce qu'on s'investit effectivement dans des projets collaboratifs du type 5G Open Road? Pour nous, c'est vraiment de comprendre quels apports la 5G va avoir pour nous et pour nos clients. Donc pour la sécurité, renforcer la sécurité de nos véhicules et apporter effectivement un service complémentaire à nos clients. On a aussi des domaines sur la 5G où on travaille aussi pour nos usines. Il y a différents domaines dans le groupe. Voilà. Merci Isabelle. On va passer maintenant aux équipementiers, à commencer par Thomas. Thomas De Vial, je travaille donc chez Continental à Rambouillet, pas très loin d'ici. Mon rôle, c'est d'être en interface avec le groupe Stellantis et le groupe Renault-Nissan, aussi Nissan au Japon. Donc mon périmètre, c'est toute l'électronique d'intérieur. Ça va de boîtier télématique au système d'accès et ce qu'on appelle le cockpit. Comment ça s'appelle en français, l'ordinateur central, on va dire, la nouvelle architecture. Et mon rôle, c'est de préparer justement toutes nos plateformes pour coller aux besoins de mes clients préférés français, quoi. Continental, oui, on a un rôle important dans tout ce qui est télématique, puisqu'on est un des leaders de la télématique. On a racheté la société Motorola Automotive en 2006, et du coup, on a depuis très longtemps un noyau d'ingénieurs qui était très avancé dans tout ce qui était télématique. Ça nous a permis de fonder notre première plateforme 4G, et puis d'avoir un succès, j'allais dire, vraiment général auprès d'un grand nombre de constructeurs. Du coup, on a une très bonne connaissance de ce qui se passe, puisqu'on est consulté par pratiquement tous les constructeurs quand il y a un appel d'offres. Donc on voit le marché d'un point de vue mondial et d'un point de vue transversal.
Alors, on se pose un petit peu la question de à quoi ça sert d'avoir la 5G et le corollaire, je pense, le V2X dans la voiture. Nous, ce qu'on voit, c'est que la 5G, c'est d'abord un accélérateur. Les accélérateurs, c'est tout ce qui est nouveaux services, nouveaux cas d'usage. On voit qu'évidemment, il y a tout ce qui tourne autour du véhicule autonome. Le véhicule connecté et tout ce qui tourne autour de la sécurité, sauver des vies. Le V2X, c'est aussi un des accélérateurs. On sait qu'avec la norme Euro NCAP 2023-2027, il va y avoir des éléments qui vont permettre de faire gagner des points pour avoir plus d'étoiles. Donc, on sait que dans le calcul, vous savez que les constructeurs font des calculs pour avoir, ils visent sur tel véhicule 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles ou autre chose. Et le V2X, on sait que maintenant, ça va faire partie du calcul. Après, il y a un choix à faire, ce que j'en mets, ce que j'en mets pas. Mais ça va pousser les constructeurs à mettre du V2X à terme dans les véhicules. Volkswagen a déjà lancé son propre service V2X, comme tout le monde le sait, je pense, dans cette salle. Un des gros accélérateurs aussi de la 5G dans les véhicules, c'est le fait qu'on s'appuie sur un réseau on va dire téléphonique ou un réseau mobile qui a ses propres cycles de vie. On est en train de vivre la mort de la 3G et de la 2G. Il y a eu des communications en ce sens récemment, par exemple par Orange. On sait que c'est à horizon 2025 des poussières. On peut anticiper que la 4G va disparaître à horizon 2030, 2035. Si on compare les cycles, on regarde le passé et qu'on essaie de le projeter dans l'avenir. Or, les constructeurs, ils essaient de faire des voitures, non pas pour 5 ans, mais pour 10, 15 ans. Il y a quand même une volonté de faire marcher sa voiture assez longtemps. L'obsolescence de la 4G va pousser les constructeurs à monter de la 5G, j'ai dire, par obligation, pour pouvoir avoir une durée de vie qui soit raisonnable. Thomas, excuse-moi, je t'interromps parce que tu as déjà bien avancé sur les sujets d'après, mais je pense qu'on va essayer de rester aux 4 minutes quand même pour chacun. Tu auras l'occasion de compléter tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis Sophie, pour Valeo, s'il te plaît. Oui, donc Sophie Delambert, je suis manager en recherche et innovation au sein de l'entité Driving Assistance Research, qui est focalisée sur la partie conduite autonome. Et j'ai en charge l'exécution des projets institutionnels dans mon équipe et de rechercher des nouveaux financements et des nouveaux partenariats. Donc Valeo, je pense que c'est assez connu. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, de très nouveau par rapport à Renault, Stellantis et Continental. C'est rassurant de savoir qu'on passe tous les mêmes messages. Plutôt un focus sur côté Valeo. Donc on travaille effectivement côté automatisation avec la fourniture de capteurs, de calculateurs et d'algorithmes qui permettent en fait d'accéder à cette conduite autonome, ou en tout cas avec un niveau d'automatisation intéressant. Et on travaille donc en étroite collaboration avec l'autre entité qui gère la connectivité, puisqu'aujourd'hui, en fait, on peut difficilement dissocier un véhicule autonome d'un véhicule connecté. Enfin, je pense qu'à partir du moment où il est autonome, il doit être connecté. Voilà. Valeo dans l'écosystème 5G, on a été une des premières sociétés à rejoindre la SGAA, donc ce qui nous a permis en fait de travailler en avance de phase avec l'écosystème sur les cas d'usage valorisant l'infrastructure 5G et le CV2X. On est aussi partenaire de nombreux projets financés, soit par l'État français, soit par la Commission européenne. Donc avec les trois projets qui ont été présentés aujourd'hui, donc qui nous permettent en fait de travailler sur des cas d'usage différents, de pouvoir tester des cas d'usage, des situations de vie différentes, et de pouvoir en fait en tirer les conséquences, et de pouvoir développer ensuite, suite à ces proof of concept ou même plus, et de réfléchir à ce qu'on pourrait déporter. Donc est-ce qu'on peut déporter certaines fonctionnalités vers le cloud? Qu'est-ce qu'on peut déporter vers l'infrastructure, et de proposer en fait des nouveaux services à nos clients, notamment des services très pragmatiques, notamment par exemple le valet de parking dans les usines. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, effectivement, il y a une bonne homogénéité entre les constructeurs et les équipementiers, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt bon signe. Et on va terminer, last but not least, par Jean-Laurent, qui est plutôt là pour représenter les opérateurs de mobilité. Exactement.
Bon, bonjour à tous. Merci à VDCOM de m'accueillir. Donc, je suis expert nouvelle mobilité et je suis rattaché au directeur de la flotte groupe et en charge du déploiement. Et je regarde le déploiement des véhicules zéro émission. Donc, Transdev, comme on vient de le dire, est un opérateur de mobilité. Je rappelle quelques chiffres. On transporte quotidiennement à peu près 11 millions de personnes à travers les 5 continents. On a plus de 40 000 véhicules, on va dire tous connectés, et je reviendrai dessus. On a 17 modes de transport. Ça va depuis la voiture en partage, en passant par du transport éventuellement médical pour des personnes, c'est ce qu'on fait en Hollande pour des personnes qui vont donc à l'hôpital. On a bien entendu tout ce qui est autobus, autocar, tramway et même train. Voilà, ainsi que du bateau, puisqu'on dessert certaines îles en France et on opère dans la baie de Toulon les navettes qui traversent le port. Voilà. Donc, tout de même, 80... Pas de trottinette. Si, on en a aussi. Bon, ça fait partie des 17 modes, mais voilà, ça dépend. Mais la majorité, c'est tout de même de gros véhicules. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vais représenter un peu les professionnels de la mobilité. Donc, tout ça pour dire, donc, on a des véhicules connectés, puisqu'en tant que gestionnaire d'une grosse flotte, on doit savoir en permanence où sont nos véhicules, à la fois pour offrir le meilleur service, c'est-à-dire lorsque vous êtes sur une ligne régulée, en même temps quand valider et avoir les validations lorsqu'on rentre le soir au dépôt, suivre la manière dont le conducteur opère son véhicule, puisqu'on a des enjeux énergétiques et l'actualité nous montre à quel point ça devient important. Et on a, au travers de tout ça, le besoin de télémaintenance, puisque c'est des véhicules. On a une obligation de service, c'est-à-dire qu'en permanence, tous les matins, à 6 heures, il faut que nos autocars sortent et qu'on fasse leur journée complète de service dans les meilleures conditions. Donc, cette connectivité dont vous parlez, véhicules connectés, on la connaît depuis pas loin de 15 ans. Sauf à l'époque, on multipliait les systèmes. Chacun venait avec son système de gestion de flotte, système de billettique, système de priorité feu. Donc, on avait, comme on dit souvent, des véhicules qui devenaient des sapins de Noël, quoi, presque en termes de télématique embarquée. Et donc, on a commencé à faire une opération qui a été de se dire, il nous faut des réseaux IP à bord, donc on orientait Internet. Et maintenant, on attend, voilà, qu'est-ce qu'on attend de la 5G ? Eh bien, c'est d'avoir la continuité, c'est-à-dire maintenant alimenter nos bases opérationnelles et d'être dans la continuité de l'entreprise. Bon. Puisqu'on a différents réseaux, on va du Wi-Fi, comme je vous l'ai dit, depuis des télécoms dédiés lorsqu'on travaille avec de temps en temps l'Aqua-City sur du BHNS avec ce qu'on appelle du diaser à l'époque, c'est donc la priorité feu pour les véhicules lourds. Et puis on a bien entendu aussi donc des véhicules électriques et c'est le véhicule électrique est aussi un véhicule totalement connecté, puisqu'il faut suivre la batterie, il faut estimer son autonomie jusqu'à la fin de la mission, et ça nécessite d'être suivi. De même, lorsqu'il rentre au dépôt, on est obligé d'optimiser la charge. Donc là, on est dans de la gestion électrique, et il faut éviter que l'on fasse disjoncter le dépôt. Et pour ça, il faut suivre de manière très précise la demande, savoir que tel véhicule qui rentre à telle heure sortira à telle heure, qui peut éventuellement pas surcharger tout de suite, mais un peu plus tard. Et donc, on est là dans le V2G que les constructeurs automobiles, dont j'ai le plaisir qu'on soit à nouveau ensemble, connaissent depuis pas mal d'années. Et puis demain, il va y avoir du grid. Donc voilà ce qu'on attend au travers de la 5G. Donc beaucoup de choses. On attend beaucoup des services que vous nous offrirez à titre professionnel. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Laurent. Bon, voilà, je pense que ça valait la peine que chacun se présente et dise un petit peu quelles sont ses ambitions autour de la 5G. On peut voir comme ça combien c'est important. Alors on va passer à la deuxième partie de cette table ronde qui est débattre autour de sujets. Alors ce sont des sujets totalement pris au hasard, pas du tout, on a tout préparé à l'avance. Presque les réponses, mais c'est pas aussi bien qu'hier soir, mais vous allez voir, on va se débrouiller quand même. Alors, première question, c'est... Ouais. Première question, c'est le calendrier des déploiements. Donc on va commencer par Anne Tuc qui va nous expliquer le calendrier des déploiements vu de l'État sur la 5G. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pour répondre à la question, donc, il y a déjà des éléments de calendrier de la stratégie d'accélération 5G en 2025 et 2027 en termes de dépenses, mais aussi en termes de toutes les initiatives, tous les appels à projets et appels à manifestations d'intérêt que nous avons lancés. Et là, ça concerne le déploiement de la 5G grand public, surtout les obligations de couverture 5G qui a été imposée dans les licences de 5G dans la bande 3,4-3,8 GHz aux 4 opérateurs. L'idée, c'est d'avoir de couverture de axes routières, donc type autoroutier, mais aussi de type liaison principale, avec donc pour le premier type plus de 16 000 km en fin 2025 pour les 3 premiers opérateurs, et puis fin 2027 pour Free Mobile. Et en ce qui concerne la couverture 5G des axes routiers à vocation de type liaison principale, c'est 55 000 kilomètres. Et non seulement en termes de kilomètres couverts, mais c'est aussi, il y a des exigences concernant le débit et concernant la latence. Donc, vous avez vu le seuil de latence, par exemple, à 10 millisecondes. Ça, c'est vraiment le seuil qu'on parle dans le cadre de véhicules connectés pour assurer une sécurité de connectivité de véhicules connectés. Et en dehors de ces obligations, il y a aussi une obligation de couverture dans les zones moins denses, dans les zones rurales, de 25% de sites déployés par les opérateurs. Et aussi une obligation en fin 2023 des offres différenciées ou des offres de slicing. Donc ça, c'est aussi dans l'optique d'avoir peut-être des tranches dédiées à des véhicules connectés ou à de services de sécurité. Et tout ça, c'est suite à une volonté au niveau européen d'avoir ces genres d'obligations. Donc, en Allemagne, par exemple, les opérateurs mobiles, ils ont le même genre d'obligations de couverture. Très bien, c'est clair. Alors maintenant, on va demander, Emmanuel, comment Bouygues voit cette couverture ? Parce que, bon, là, c'est une demande de l'État, mais est-ce que les opérateurs vont suivre la demande ? Et quelle release vont-ils déployer ? Quelles fonctions de la 5G vont-ils déployer ? C'est un peu plus... Il y a un peu plus de complexité à rajouter. Alors, oui, je ne démarrerai pas par cette slide-là, mais peut-être dire, en fait, effectivement, on a des obligations réglementaires, qui est un driver important. On les respecte et souvent on les devance de beaucoup. Mais le driver principal pour les opérateurs aujourd'hui dans l'investissement de leur réseau mobile, c'est l'usage des consommateurs. Il est multiplié par 2,5 environ tous les 3 ans. Ce qui est assez énorme en termes de trafic à écouler et qui fait qu'on est obligé d'investir en permanence. Alors, investir à 3 niveaux. En fait, on investit dans la densification du réseau, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est on investit en rajoutant des fréquences sur les sites, on allume plus de fréquences. Et puis le troisième niveau, c'est effectivement mettre la 5G. Alors, premier niveau, la densification. Aujourd'hui, nous, typiquement, on a un réseau de 25 000 sites en France. Il en faisait probablement 10 000 de moins il y a seulement quelques années et il en fera 10 000 de plus dans quelques années aussi. En fait, il ne cesse de croître à la fois pour respecter nos obligations réglementaires, couvrir toutes les routes et les zones blanches, mais aussi pour densifier parce que en ville, pour arriver à absorber la croissance du trafic, on est obligé de rajouter des sites. Donc le deuxième investissement, c'est rajouter des fréquences.
Donc là, c'est à l'occasion du déploiement de la 5G, de la nouvelle bande de fréquence 5G qui est 3 Go 5, on en profite pour allumer toutes les fréquences de notre patrimoine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nos sites n'ont pas allumé toutes les fréquences. Mais là, à l'occasion du déploiement de la 5G, on allume tout. Donc on a du 700, du 800, du 900, du 1800, du 2100, du 2600, du 3 Go 5. On met tout pour pouvoir absorber finalement la croissance du trafic. Et ça sera le cas à terme sur la très très grande majorité des sites qui couvrent les unités urbaines de plus de 4000 habitants. Donc quand même un très très grand nombre de villes en France. Voilà. Alors ça c'est pour la partie, je dirais, couverture. L'autre phasage, effectivement, c'est du point de vue du cœur de réseau. Sur la partie cœur de réseau, aujourd'hui, on déploie la radio, mais le cœur de réseau, ça reste le cœur de réseau 4G. Et si vous êtes dans une zone où vous êtes couvert en 5G, mais pas en 4G, votre terminal ne fonctionne pas. Parce que toute la signalisation passe par la 4G. Sans 4G, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Pour avoir un réseau 5G totalement autonome, il faut déployer un nouveau cœur de réseau qui s'appelle le cœur 5GSA ou cœur 5GC, qui apporte toutes les nouvelles fonctionnalités de la 5G, dont on parlera peut-être un peu plus après, mais qui sont en gros l'introduction du slicing, des temps de latence raccourcis, du edge computing. En fait, toutes ces fonctionnalités-là, elles viennent avec le cœur 5GSA, qui est très nouveau par rapport à ce qui existait avant sur la 4G, dans la mesure où ça devient du logiciel, en fait, le cœur 5G. Il est entièrement construit en microservices, containerisé, déployé sur un socle Kubernetes, construit autour d'un bus événementiel qui fait qu'on peut rajouter demain de nouvelles fonctions dans le cœur de réseau. Donc ce qu'on va installer en 2023, ça sera qu'un début. En fait, ça va vivre énormément, contrairement à la 4G qui était assez figée fonctionnellement. La 5G, elle va vivre beaucoup plus que la 4G. Alors la 5G, elle va démarrer dès 2023 chez nous, ce cœur de 5G standalone. On démarrera plutôt par des besoins industriels en 2023, donc plutôt par alors, ce qu'on appelle des réseaux hybrides, mais c'est des réseaux privés pour l'industrie, avec de la couverture plutôt indoor, donc dans un site industriel, un entrepôt, et avec le déploiement d'une seule fonction de notre cœur de réseau chez l'industriel qui permet de sortir le trafic localement et de faire comme s'il avait un réseau local, en fait, en 5G. Et donc ça, on démarrera dès 2023 par ce type de fonction. Ça sera sur nos bandes de fréquences, piloté par notre cœur de réseau, mais vu du client, c'est comme un réseau 5G local. Et puis après, on va généraliser courant 2024 l'introduction du slicing sur notre réseau macro, le edge computing, pour enrichir progressivement toutes les fonctions. Voilà. Et à partir de 2024, on va rajouter des fonctions. Après, en termes d'utilisation des fréquences, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'effectivement, la 4G aura une fin. Parce que, en fait, côté grand public, les clients s'équipent de terminaux 5G. Et que, une fois que le parc est majoritairement équipé de terminaux 5G, idéalement, il faut que toutes nos fréquences soient en 5G pour pouvoir absorber tout ce trafic. Donc il y a aussi une obligation dans le temps de progressivement basculer toutes les fréquences qui fonctionnent en 4G aujourd'hui en 5G. C'est ce qui s'est passé aussi sur la 3G, où progressivement on a utilisé les fréquences de la 3G en 4G pour qu'elles ne fonctionnent plus que sur quelques fréquences. Donc effectivement, il faut aussi anticiper ce changement-là, où dans le temps, la 5G va être déployée sur toutes les fréquences. Voilà rapidement pour le phasing. Très bien, donc les opérateurs suivent bien, visiblement. Alors que pensent les constructeurs de ça ? Comment est-ce qu'ils voient ce calendrier de déploiement de la 5G, Isabelle ? On est obligé de suivre, parce qu'effectivement, la 4G va être amenée à disparaître, donc il faut qu'on anticipe et qu'on prépare les véhicules de demain. On a parlé là, tout à l'heure des NCAP à horizon au-delà de 2024 qui va évoluer, qui va faire que la connectivité va nous permettre, et les véhicules les mieux équipés en termes de connectivité vont pouvoir et peut-être avoir des étoiles supplémentaires. Donc on a intérêt effectivement à y aller. Donc ce sont des nouvelles fonctionnalités qu'on va pouvoir offrir à nos clients
sur les véhicules connectés. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait une bonne connectivité, que effectivement on ne perde pas le réseau et que nos clients ne se retrouvent pas le bec dans l'eau à ne pas pouvoir utiliser la fonctionnalité parce que y a pas de couverture. Et puis derrière, on voit aussi pour nous la possibilité d'améliorer la sécurité de nos véhicules par ces nouvelles fonctionnalités et par une fiabilité de la connectivité et donc de ce qui est déployé après dans le véhicule. Très bien, merci beaucoup. Alors, je dis toujours qu'aujourd'hui, l'industrie automobile est complètement focalisée sur la transition énergétique parce que la loi l'oblige à le faire. Donc, il y a une marche forcée de transformation de l'industrie automobile des moteurs thermiques vers les moteurs électriques, pour être clair. Ce qui fait qu'on masque un peu tous les travaux qui sont faits autour de la connectivité. On en parle beaucoup moins, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent et qu'en réalité, à mon sens, la connectivité, c'est une vraie révolution sur l'usage de la voiture, voiture ou objet de mobilité au sens large. La transformation du moteur, ok, on passe d'un moteur thermique à un moteur électrique, ça change quelque chose, mais en final, c'est toujours pareil, on a toujours une voiture qu'on conduit. Là, on va avoir un autre objet qu'on va utiliser différemment, et donc je voudrais qu'on aborde un petit peu ce sujet-là, à commencer par TDF. Hendofen, quel bénéfice tu vois pour la mobilité de la 5G, ou dit autrement, peut-être un petit peu plus techniquement, quelles sont les caractéristiques de la 5G qui vont permettre d'apporter des nouveaux services? Alors, je vais parler peut-être avec des termes un peu techniques, mais les trois objectifs. Oui, et très averti. Les trois objectifs de la 5G, c'est bien le très haut débit avec le Enhanced Mobile Broadband. D'un autre côté, il y a le Ultra Reliable Low Latency, donc avec des communications fiables et à très faible latence, mais aussi le Massive Machine Type Communication, donc avec les objets connectés qu'on peut déployer massivement sur des zones et de façon très très dense. Nous, côté TDF, on se positionne d'abord en tant qu'opérateur d'infrastructure, parce que pour atteindre les débits qui sont promis, la latence, on a parlé d'edge computing, de network slicing, il faut des infrastructures et des infrastructures solides. Et c'est pour ça que notre rôle, c'est d'abord d'accompagner nos clients, que sont les opérateurs mobiles. Emmanuel a déjà évoqué ce sujet-là avec les obligations de déploiement qui sont liées à leur licence, donc ce que disait Antouk. Notre premier rôle, c'est d'abord de renforcer nos infrastructures actuelles. Ça commence par renforcer nos sites existants pour que les sites existants puissent accueillir les antennes 5G des opérateurs. Mais aussi, ça consiste à renforcer nos capacités en termes d'énergie, parce que vous savez que la 5G consomme beaucoup d'énergie. Je pense que vous allez en parler plus tard. Donc, de renforcer nos capacités en termes d'énergie. Et pour aller au-delà de tout ça, en termes de connectivité, on pense aussi, et là je vais rebondir sur la partie 5G privée, on pense qu'il y a un écosystème, un ensemble d'industriels qui demain auront besoin des usages, des services de la 5G. Et en tant qu'opérateur d'infrastructure, il est aussi de notre rôle de les accompagner dans cette transformation-là. Ça peut être l'industrie automobile, le transport ferroviaire ou bien d'autres industries. Mais en tant qu'opérateur d'infrastructure, on est agnostique à l'industrie. On se place sur les infrastructures et sur la technologie pour accompagner cette mobilité dont vous parlez. Très bien. Alors Isabelle, tu nous as dit tout à l'heure comment tu voyais le déploiement. Maintenant, même question que pour Hendofen. C'est quoi les bénéfices qu'on espère de la 5G sur l'automobile? Un peu plus techniquement, je dirais, cette fois. Je dirais qu'ils sont plusieurs ordres. D'une part, effectivement, ça va être de renforcer la sécurité des véhicules et éventuellement des piétons autour, donc d'avoir effectivement des informations qui nous sont transmises de manière fiable et rapide. Donc, deux mots-clés pour l'automobile. Oui, deux mots-clés. Donc ça va être aussi d'aller regarder tout ce qui est embarqué, débarqué, et effectivement d'aller travailler sur tout ce qui est sûreté de fonctionnement pour s'assurer qu'effectivement on peut faire confiance à ce qui arrive de l'extérieur et le prendre en compte dans la voiture. C'est
pas gagné dans l'automobile. On est quand même très content de nos voitures, et ce qui vient de l'extérieur, on est un petit peu dubitatif. Donc il va falloir qu'on prouve effectivement qu'on peut compter là-dessus. Et puis, comme tout le monde, on a des datas qui sont générées par l'ensemble de nos capteurs. Et grâce à la 5G, on voit aussi peut-être des nouveaux services qu'on va pouvoir monétiser. Et on travaille dessus. Donc, mon collègue de Stellantis a mentionné Free2Move. Nous, on a Mobilize. Et effectivement, Mobilize est l'une des marques qui pousse chez Renault pour qu'on regarde attentivement ce que la 5G peut nous apporter. Très bien. Et qu'en pense Valeo ? Sophie ? Pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à Isabelle. On reste équipementier, donc on reste aussi à l'écoute de ce que les constructeurs veulent, ou alors on pousse aussi des nouvelles idées. Donc effectivement, la nouvelle infrastructure 5G va nous permettre d'atteindre des nouveaux cas d'usage grâce à, c'est vraiment les mots-clés, la fiabilité de la communication, l'amélioration des temps de latence. On peut même aussi penser à l'amélioration du niveau de cybersécurité qui va pouvoir être utile, et donc pousser des cas d'usage où on va déporter un certain nombre soit de fonctionnalités ou prendre en compte ce que l'infrastructure peut nous, consommer une information fiable venant de l'infrastructure. Donc ça, c'est un peu tout l'enjeu des prochaines années. Comment s'assurer que cette information est bien fiable. Donc la 5G, nous, je pense que côté constructeur automobile et équipementier, on attend je pense avec impatience le cœur de réseau SA, qui nous permettra effectivement d'attendre les niveaux de service en URL LLC, qui nous permettront de jouer en fait ces cas d'usage. Et dernier point que j'ai oublié, je ne sais plus. T'inquiète pas, ça aura le temps de revenir tout à l'heure. Je ne sais plus, je prends mes petites anti-sèches. Oui, voilà. Et en plus, c'était un clin d'œil pour Guillaume. On pense que toute la partie lien direct V2X est indispensable et complémentaire en fait de la 5G. Donc, en tout cas, nous, c'est notre position côté Valeo. Voilà. C'était nécessaire quand même de dire ce point. Voilà. C'était très bien. Merci beaucoup. Les opérateurs de mobilité, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils attendent de la 5G alors ? Jean-Laurent. Je vais répondre à ce qui a été dit. Donc nous, on attend des faibles temps de latence, entre autres lorsqu'on va aller vers des automatismes et de la supervision. On veut en même temps de la sécurité, puisque lorsqu'on a des véhicules qui seront automatisés ou semi-automatisés et qui devront éventuellement franchir des carrefours ou des choses comme ça, c'est des lieux sensibles où la sécurité prime. Et puis, c'est dans notre mission de transporter les gens en toute sécurité. Donc, je ne peux aller que dans le sens de tout ce qui vient d'être dit en termes de développement technologique, mais tout ça, comme on se le dit, pour aller chercher de nouveaux cas d'usage. Et ce qu'on attend de la 5G, c'est en fait de nous ouvrir des cas d'usage qu'on ne pouvait pas envisager jusqu'à présent, en termes à la fois de débit, d'Internet of Things, sans aller même jusqu'à l'automatisme, puisque nous, on est dans un système de transport avec des véhicules, de l'infrastructure, que tout ça doit communiquer. Lorsque vous commencez à manier des puissances de charge allant jusqu'à 350 kW en moins de dizaines de secondes, etc., la sécurité prime. Voilà. Donc, voilà, je ne peux que aller dans le sens des experts, et leur dire, dès que ça sera disponible, avec plaisir, pour ouvrir de nouveaux cas d'usage. Merci, très bien. On voit l'homogénéité de l'attente des besoins sur les mobilités pour la 5G, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et Endofen, tu en as dit deux mots. On nous reproche beaucoup la consommation ou la sobriété ou la non-sobriété énergétique de ces échanges de données. Alors, quand vous savez aujourd'hui que les constructeurs automobiles se battent pour 1/10 de gramme de CO2 dans leur voiture,
avec ces débits, ces quantités de données qu'on va échanger, puisque visiblement on va en échanger de plus en plus, quel va être l'impact sur le CO2. Alors, il y a une très belle analyse de l'ARCEP, qu'est-ce que je raconte, de l'ADEME, qui est parue, je crois, il y a un mois, sur justement l'analyse de l'équivalence en puissance consommée d'un gigaoctet de données transmises. Alors après, j'ai déjà entendu plein de critiques sur le sujet, je crois, de la part de quelques-uns qui sont autour de la table ici. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. En attendant, le chiffre annoncé, c'est 247 Wh le gigaoctet. Très bien. Alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est bon, c'est pas bon. En attendant, là, on est en train de parler de téraoctets qu'on va manipuler autour d'une voiture. Donc on voit tout de suite que la consommation, enfin l'équivalent consommation est gigantesque. Et donc c'est pas très cohérent avec tous les efforts qu'on fait pour réduire la consommation de nos voitures et donc le CO2 que l'on génère. Alors autour de ce sujet, je voudrais avoir un peu vos avis sur cette partie environnementale. On va commencer par Bouygues. Emmanuel, tu nous as déjà dit donc qu'on avait une meilleure efficacité de la 5G. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus autour de ce sujet ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'aurais un droit de réponse aussi sur les attentes des... Il y a des droits de réponse. Hein. D'accord. Dans une deuxième partie, alors. Parce que sur les sujets de sécurité et de latence, il y a des choses à dire. Mais tu peux y aller, hein. Vas-y. Ah, tout de suite ? Oui, pourquoi pas. Bon, alors, sur ce sujet-là, première chose à dire, c'est la 5G, ça reste de la radio. Et donc la radio, c'est par définition assez imprévisible. C'est le propre de la radio. Ça commence bien. Non, mais dans la conception de tous les systèmes, il faut avoir en tête que la radio, c'est sensible à tout plein de perturbations. Et donc, forcément, c'est une contrainte relativement forte de nos systèmes. Il faut prendre en compte aussi le fait que les réseaux des opérateurs mobiles, on parle de 25 000 sites, demain ça sera peut-être 40 000 sites, à superviser, à faire fonctionner en 24/7. Il y en a toujours un dans le lot qui est en panne. C'est impossible d'avoir en permanence les 40 000 sites qui tournent à plein. Donc il faudra construire avec et faire avec le fait que c'est un média qui n'est pas parfait. C'est pas de la fibre optique. Et encore, même la fibre optique prend des coups de pelleteuse et ne fonctionne pas tout le temps. Donc dans la conception des systèmes, il faut avoir en tête que ça sera bien sûr beaucoup plus performant, mais ça reste soumis à des aléas divers et variés, climatiques. Hein, c'est très bête, mais un coup de tempête et une antenne, elle peut s'arrêter. Voilà. La qualité de service va être un critère fondamental pour l'usage de l'information dont on va disposer. L'autre point important, mais là je me tournerai plus vers l'État, c'est que on est assez contraint quand même en ressources spectrales. Et dire vous aurez une slice gigantesque à disposition, alors un coup de l'automobile, un coup des médias, parce qu'ils rêveraient aussi pour les caméras TF1, ils nous demandent est-ce que je pourrais avoir ma slice sur toute la France pour monter mes vidéos, et puis l'industrie, etc. Et en fait, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Donc il faut se dire aussi qu'on gère une ressource qui est rare, qui est le spectre, et qu'on ne pourra pas tout faire non plus dans cette ressource. Donc il faut réfléchir à l'utiliser avec parcimonie et donc se dire vraiment c'est pour des besoins critiques que j'utilise et que je fais des réservations, surtout à l'échelle nationale. Sinon, ça ne sera pas possible. Voilà, c'est juste deux points merci pour les précisions, vraiment avoir bien en tête. Ce qui ne veut pas dire que localement, on ne peut pas imaginer faire des choses, parce que localement, moyennement en financement, on peut densifier un réseau, on peut le dimensionner pour des besoins très particuliers. À l'échelle nationale, c'est une autre histoire. Voilà. Alors pour en revenir à la consommation des réseaux 5G, en fait, la difficulté qu'on a, c'est nous tous. Hein. C'est que nous tous, nous regardons Netflix, YouTube, Instagram, etc. On fait exploser la consommation de ces réseaux.
Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, on ne cesse d'investir pour absorber ce trafic. Et c'est ça qui fait exploser la consommation de nos réseaux. Et que si on ne faisait rien avec la 4G, ça devient, c'est énorme en termes de consommation. Donc, on a une urgence, nous, en termes de consommation, c'est aussi déployer la 5G pour améliorer la performance énergétique de nos réseaux. Tu as un chiffre à nous donner sur la Oui, alors en fait, parce que la 5G, et nos équipes réseau estiment que la 5G est en gros 3 fois plus efficace énergétiquement que la 4G, qui elle-même était 3 fois plus efficace énergétiquement que la 3G. Alors... Forcément, cette évolution-là n'était pas la même entre 3G et 4G. 3G et 4G, l'amélioration, elle a été liée essentiellement à une amélioration de l'efficacité spectrale. La 4G était bien meilleure en termes de modulation. La 4G a permis d'introduire de nouvelles technologies comme le MIMO, qui a permis d'augmenter considérablement en fait, le débit qu'on arrivait à écouler avec la même largeur de spectre. Et de ce fait gagner, en fait, parce qu'avec la même dépense énergétique, on arrivait à écouler plus de trafic. Entre la 4G et la 5G, c'est assez différent. Il y a une amélioration de la performance et de l'efficacité spectrale de la 5G par rapport à la 4G, mais pas beaucoup par rapport à en fait, l'efficacité énergétique en elle-même, qui est liée au fait qu'en 5G, on fonctionne dans une bande qui est beaucoup plus large qu'en 4G. La 4G, les bandes qui nous ont été attribuées sont des bandes de 20 MHz au mieux, 15, 10. Donc c'est des petites bandes. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'accumuler les antennes. On a une antenne 900, une antenne 800, une antenne 700, une antenne 1800, et à chaque fois, c'est de la puissance à émettre. Alors qu'en 3 Go 5, on a une bande de 70 MHz. Donc là, d'un seul coup, avec une antenne active, on a une performance énergétique par octet produit qui est beaucoup plus efficace, globalement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles voilà, la 5G est 3 fois meilleure que la 4G, à condition qu'on n'ait pas besoin de densifier le réseau, parce qu'en 3 Go 5, la portée est quand même beaucoup plus limitée. Donc si, pour faire toute une couverture en 3 Go 5, il faut mettre beaucoup plus de sites, en fait, c'est pas plus efficace à l'arrivée, puisqu'il y a plus de sites. Donc on a introduit aussi des technologies pour s'assurer que même si on est en 3 Go 5, on a quand même une couverture équivalente à ce qu'on a en 4G aujourd'hui. Donc c'est des technologies qui sont diverses et variées. Ça peut être des technologies comme le beamforming qui permet de concentrer la puissance en direction du mobile, donc concentrer la puissance. Ça peut être aussi ce qu'on appelle carrier aggregation pour l'uplink, qui permet d'utiliser en fait le bilan de liaison est forcément moins bon du terminal vers la station de base, parce qu'en fait le mobile n'a pas beaucoup de puissance, il fonctionne sur une batterie, puis il est proche de votre cerveau, donc il ne crache pas énormément de puissance. Et du coup, à 3 Go 5, s'il fonctionnait en 3 Go 5, en 5G, la portée serait relativement courte. Donc avec le carrier aggregation en uplink, on arrive à utiliser aussi les fréquences 4G qui permettent d'élargir en fait la couverture pour l'uplink. Sur le downlink, on a moins de problèmes parce que la station, elle peut émettre de façon plus puissante ou faire du beamforming. C'est un vrai challenge pour l'automobile, justement, enfin pour l'automatisation, parce que jusqu'à présent, on avait plutôt toujours une prédominance au downlink. Or là, on risque d'avoir une prédominance sur l'uplink. C'est aussi pour ça que je dis le slicing, voilà, on ne pourra pas tout faire et servir tout le monde, notamment sur l'uplink, qui est plus limité en capacité. Voilà, donc on met en œuvre beaucoup de nouvelles technologies pour améliorer sans cesse la performance énergétique de nos réseaux. Mais finalement, ça suffit tout juste à ralentir la croissance énergétique. Et donc aussi, on essaye d'éduquer nos clients à être un petit peu plus vigilants dans leur consommation. Par rapport à l'étude de l'ADEME, nous, ce qu'on a développé, c'est une petite application pour nos clients qui leur permet de leur dire l'équivalent CO2 de leur consommation en octets. On a lancé une offre qui s'appelle Source, qui encourage les gens à ne pas consommer toutes leurs enveloppes. Donc quand à un mois donné, ils n'ont pas consommé leur forfait, les octets non consommés sont transformés en points. Ils gagnent autre chose. Voilà, donc on essaye aussi d'éduquer un petit peu le public à être plus vigilant dans sa consommation. Et puis enfin, on a aussi, on développe tout plein d'accords
pour s'approvisionner en énergie verte, parce que à défaut, ne pouvant pas complètement arrêter de consommer, on a signé des contrats de long terme en matière d'approvisionnement en énergie verte. Et puis on développe d'autres techniques. Par exemple, on est en train d'expérimenter le remplacement de nos générateurs électriques, puisque quand il y a des coupures d'électricité, pour maintenir le fonctionnement, on met en place des générateurs. Au lieu d'utiliser des générateurs, là on est en train de tester des piles à combustible pour consommer de l'hydrogène. Donc voilà, il y a tout plein de travail en permanence pour essayer d'améliorer la performance de nos réseaux. Bravo. Guillaume, qu'est-ce que la Croix peut apporter justement sur cette optimisation de consommation énergétique ? Apporter, moi je ne me lancerai pas effectivement dans le débat du calcul du water disponible, très peu pour moi, il y a plein d'experts qui le font à notre place. Donc nous, côté la Croix, on va utiliser les technologies et puis effectivement réfléchir. J'irai avec deux casquettes. Une partie, on produit des équipements, donc on a un impact effectivement environnemental qui est ce qu'il est, et il faut qu'on le monitore. Je vais prendre un exemple précis tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec la 5G là-dessus. Et puis bien sûr, il y a ce qu'on fait des équipements de mobilité et pour quel usage. Et ce sur quoi on est assez convaincu, que c'est finalement toute technologie, quelle qu'elle soit, va avoir un bilan qui va dépendre quand même du cas d'usage dans lequel on la met en œuvre. Donc si je me concentre déjà là-dessus, c'est vrai que la 5G, donc c'est un levier d'innovation pour nous qui est super intéressant. Je vais prendre l'exemple tout à l'heure que j'évoquais sur, si je prends ma casquette producteur d'équipement et donc responsable des émissions de CO2 qu'on a sur ce qu'on met sur le marché. Typiquement, là, le site, on a fait sortir un site à une nouvelle usine de fabrication de nos équipements là, en Pays de la Loire, soutenu d'ailleurs par BPI et la DGE, qui s'appelle Symbiose. Et on l'a équipé effectivement en 5G parce que le besoin, c'était surtout de pouvoir reconfigurer l'usine en fonction des productions, et donc avoir un peu ce concept d'usine modulaire qu'on peut mettre en œuvre sans avoir une infrastructure, je dirais réseau fibré qui a ses contraintes de déploiement. Au départ, c'était ça, effectivement, pour pouvoir construire, je dirais, un outil de production qui soit adapté en fonction de différentes demandes clients qu'on pouvait avoir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a notamment une branche environnement au sein de la Croix qui fait tous les outils de monitoring, notamment sur les réseaux d'énergie. Et grâce à la massification, je dirais, des capteurs qu'on est capable de mettre avec la 5G, on a instrumenté toute l'usine du coup avec ces capteurs, et ce qui nous permet en fait de remonter notamment tout ce qui est température, hygrométrie, parce qu'on a du stockage de composants, donc nos bilans énergétiques qui sont scrutés vraiment de très près, et ça, typiquement avec ce type de mise en œuvre, on est capable de remonter tous les bilans énergétiques qu'on a pour optimiser l'énergie qu'on consomme au sein de l'usine pour pouvoir stocker les composants, produire dans les conditions qui sont assez drastiques. Et un autre exemple, typiquement, ça nous permet aussi de calculer très finement l'empreinte carbone qu'on a au moment où on produit en fait les équipements, parce que c'est une donnée qu'on nous demande de plus en plus, nous, dans les bilans des équipements qu'on produit. Donc, c'est assez étonnant parce que je dirais c'est pas forcément ce à quoi on a forcément, c'est pas forcément ce qu'on a en tête en tout cas quand on parle de 5G, et pour autant ça crée ça nous a créé des leviers intéressants du point de vue de la politique RSE et de notre capacité à pouvoir démontrer et donc fine-tuner, je dirais quelque part, les consommations énergétiques qu'on avait sur la partie production d'équipements. Alors sur la mobilité, je pense que là l'impact il est encore plus significatif, puisque alors, nous c'est vrai que je dirais j'ai regardé un petit peu, il y a vraiment sur 4 cas d'usage, je dirais assez clés où je pense qu'on a un impact assez significatif. Alors déjà on parlait de V2X, de véhicules connectés, d'interaction avec les feux, ça clairement on œuvre globalement pour la fluidification du trafic. Donc ça, c'est déjà un impact assez significatif qui est monitoré de façon hyper fine par l'ensemble des collectivités. C'est une problématique qu'on a mondiale de toute façon, donc en plus des marchés qui sont adressables accessoirement. Donc on lie, je dirais, ce levier sur l'environnement et à la fois cette capacité de pouvoir produire des équipements à l'échelle. Les deux sujets clés et les deux leviers, c'est justement avec cette massification, pouvoir mettre des systèmes tels qu'on va les expérimenter d'ailleurs dans 5G Open Road, qui vont remonter de la donnée pour pouvoir prendre en compte les vulnérables, favoriser toutes les mobilités actives. Ça, c'est quelque chose qui est clé pour nous. L'émergence du transport en commun,
tous les systèmes qui permettent notamment d'optimiser le nombre de bus qu'on va avoir sur une ligne parce qu'on va prioriser les passages au niveau des carrefours à feu. À la fin, c'est des bus en moins. Et donc, je dirais, ça a un rendement positif qu'on n'imagine pas forcément, je dirais, au départ sur la technologie. Donc fluidification du trafic, ça c'est sûr que ça aura un impact important. Plus les villes vont s'équiper, plus on pourra effectivement mettre des éléments. Régulation de l'éclairage public, qui est aussi un élément pour nous qui est important. Il y a une grosse transition là, de passage globalement des lampes sodium vers des équipements LED. Et il y a des systèmes de télégestion qui doivent se massifier. Vous imaginez le nombre de candélabres qu'on a. Donc on est vraiment dans des problématiques d'intégration de multicapteurs au sein des villes sur lesquels il y a des bilans énergétiques assez significatifs, puisqu'on a des clients qui ont diminué leur facture de 80% quand même d'électricité avec ce type de mise en œuvre. Et donc c'est des relais importants, je pense, pour contribuer aussi à l'environnement. De façon plus anecdotique, mais quand même, on voit que ça prend une thématique de plus en plus importante dans les sujets de mobilité, c'est la question de la biodiversité et tous les systèmes qui favorisent globalement la biodiversité. J'en prendrai deux. On traite par exemple des sujets de trame noire maintenant, où on doit éteindre l'ensemble des candélabres. Et donc là, toute la connectivité, on est capable de la programmer, de la mettre... il y a un besoin de supervision, même dans les couleurs. Enfin, c'est assez technique pour favoriser globalement l'écoulement de la faune sauvage la nuit, etc. Donc maintenant, les collectivités nous demandent de nous impliquer sur ce type de solution. À l'identique aussi, on a des corridors biologiques maintenant qu'il faut restaurer le long des routes, donc avec des systèmes avec de l'intelligence artificielle qui doivent détecter les animaux, prévenir les usagers pour restaurer et à la fois assurer la sécurité et en même temps permettre un écoulement de la biodiversité. Donc c'est quand même un impact qui, à mon sens, n'est pas négatif si on sait l'utiliser. Et là, on a aussi d'autres expérimentations dans le cadre d'autres projets. On est capable notamment de connecter plusieurs capteurs de pollution du coup grâce à l'apport de la 5G. Et il y a aussi d'avoir une cartographie de la pollution au sein des villes. Donc tout ça, plein de thématiques et de cas d'usage en tout cas qui s'accélèrent globalement avec l'arrivée de la 5G. Et le Mobile Edge Computing doit pouvoir réduire la quantité tout au moins la portée des données qu'on échange en faisant du traitement à courte distance. C'est ça. Alors, après, selon les cas d'usage, effectivement, on voit bien qu'on a des problèmes soit de latence, soit même parfois ne serait-ce que de gouvernance de la donnée qui sont sensibles, où là, on voit bien que la partie MEC, elle est assez clé dans ces organisations-là. Et pour nous, en tant qu'équipementier, c'est absolument clé, effectivement, de savoir un petit peu les mettre en œuvre et puis de comprendre aussi tout l'écosystème partenarial qu'il y a autour. Merci, c'est très clair. Je vais poser la même question à Thomas. Alors, Continental, que fait Continental pour la question environnementale et autour des mobilités? Oui. Alors, pour répondre, on peut le reprendre à nouveau. Est-ce que la 4G est moins gourmande que la 5G? J'allais dire, en tout cas, dans ce qu'on voit, c'est un petit peu comme la box fibre chez vous et la box ADSL. En vrai, avec la box fibre, vous avez beaucoup plus d'équipements qui sont connectés, des télévisions connectées, des trucs comme ça. Et à la fin, ça consomme un peu plus. C'est exactement pareil pour la 5G. Nos boîtiers 5G, ils ont plus de fonctionnalités et du coup, ils consomment un peu plus. Donc, c'est pas là, malgré le gain d'efficacité énergétique sur le spectral, etc., de la 5G, c'est pas là qu'on va faire vraiment des économies. Je rejoins Lacroix, c'est vraiment sur les cas d'usage. On va dire, prenons l'exemple par exemple du V2X. Si avec le V2X, vous savez où sont vos véhicules, vous évitez des accidents, vous savez où est le trafic, vous pouvez anticiper aussi, vous levez le pied avant le bouchon. Le fait de lever le pied sur l'accélérateur, ça va vous faire gagner du CO2. Si vous avez évité un accident, ça va vous faire gagner beaucoup de CO2 parce qu'il ne faudra pas reconstruire une nouvelle voiture. Si vous sauvez des vies, alors là, je sais pas, il y a peut-être un équivalent CO2 d'une vie, mais je pense qu'on est au-delà, parce que le CO2, c'est la bataille pour que demain on vive, et là c'est une vie pour aujourd'hui. Donc on voit bien que, je vais prendre un autre exemple aussi, il y a un service qui est déjà déployé en 4G, mais ce qui s'appelle Intelligent Speed Assist, où en permanence vous allez avoir
la limite de vitesse qui va être affichée, qui peut être téléchargée en général par le réseau. Donc ça va vous inciter aussi à respecter la limite de vitesse et puis donc à sauver des vies et à avoir un bilan carbone qui soit meilleur. Et finalement, on peut vraiment faire l'analogie avec les maisons, hein, où pour répondre à Emmanuel, les voitures, elles ont anticipé on pouvait perdre la 4G et la 5G. Une voiture autonome, elle est par définition autonome. Pour paraphraser une phrase de quelqu'un de bien connu. C'est comme à la maison, j'allais dire. Finalement, les gains énergétiques que vous pouvez faire avec une maison connectée, c'est des gains que vous pourrez faire avec la voiture connectée de la 5G, réduire votre chauffage, enfin, c'est du même ordre. Dans les services que nous, on développe chez Continental, pour être maintenant un peu plus concret, on a un service qui s'appelle e-Horizon. On l'a mis en œuvre, par exemple, sur des camions. L'idée, c'est de dire... c'est d'anticiper la route un petit peu à l'avance. On a montré par exemple que sur des camions, on gagnait 5% de carburant. Voilà, concrètement, c'est un genre de chiffre. S'il sait qu'il peut déjà laver le pied ou changer de vitesse à l'arrivée sur une côte, on peut anticiper comme ça des comportements. 5% de carburant, ça commence à faire une somme quand on est un camion et qu'on roule des millions et des millions de kilomètres. Un autre service qu'on développe aussi, c'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous savez qu'en France, on a plus de ronds-points que partout dans le monde. Tous les pays du monde réunis n'arrivent pas au pied de la France. Donc on a des intersections qui sont relativement sûres. Et on peut avoir l'impression, vu de la France, que les intersections, ce n'est pas un problème de sécurité, puisque vous savez que quand on arrive sur un rond-point, on est obligé de lever le pied, de faire un détour. C'est rare qu'il y ait un accident mortel sur un rond-point. Aux États-Unis, il y a le nombre de morts sur les intersections augmente. On n'est pas dans une logique de diminution de nombre de morts, mais le nombre de morts sur les intersections augmente. Donc, nous, on est en train de développer un service pour faire du monitoring d'intersections et avec le V2X, de pouvoir justement réguler ces intersections et éviter des morts. Voilà, ça, c'est deux exemples concrets qu'on fait chez Continental. Très bien, merci. Alors, je vais te laisser continuer sur le sujet suivant, si tu veux bien, Thomas. Oui. Le sujet suivant, c'est l'arrivée du véhicule automatisé et la 5G. Alors, comment tu vois ça? Comment ça se passe? Alors, j'ai peut-être un slide qui peut répondre. Ça, c'est le slide suivant, je crois. Juliette, tu sais le mettre, s'il te plaît. Je ne sais plus trop. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Celui-là. Oui, on peut parler un petit peu de celui-là. Avec la 5G, on peut se poser la question déjà, la 5G, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que il y a beaucoup de constructeurs qui nous ont posé la question, quel est le cas d'usage qui fait que j'ai besoin de la 5G? Alors, par un cas d'usage. Donc, vous voyez en haut à gauche, on a pris quelques exemples de cas d'usage qui représentent des familles. Alors, c'est un petit peu difficile à lire, mais vous pourrez le lire chez vous quand vous aurez la présentation. Et on a fait les colonnes avec la 4G catégorie 4, donc entrée de gamme, la 4,5G, la 5G release 15 et la 5G release 16. Et vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont impossibles avec la 4G qui commencent à être possibles avec la 5G. Voilà. Quand on peut se poser une autre question, c'est à partir de quand on voit qu'on a un certain nombre de cas d'usage qui sont intéressants. À partir de quand la 5G peut être... Je ne reparle pas tout de suite à la question, mais je vais y venir. Est-ce que finalement, dès qu'on introduit la 5G, on a un gain qui est intéressant, ou est-ce qu'il faut attendre un peu plus longtemps, genre une release 16 et compagnie? Quand on projette et les contraintes des équipements embarqués dans la voiture et les contraintes de réseau, alors on l'a mis sur les années 2022, 2024, 2026, vous voyez que la majorité des cas d'usage qui ont besoin de vitesse, ce que j'appelle le cluster high speed, qui est apporté dès la 5G non-standalone et qui est apporté, du moins la 5G non-standalone nous suffit pour ça, et ce qui est apporté aussi par les modems de 5G RIS 15 première génération.
Alors ça peut être donc pour un véhicule automatique, on peut imaginer qu'on commence à s'ennuyer un petit peu puisqu'on n'a plus à conduire, et on peut avoir par exemple des use cases de jeu. Si vous êtes un pro de, alors j'en sais rien, du jeu vidéo bon bref. T'es pas un pro toi. Voilà, vous savez que au niveau bande passante, au niveau latence, c'est très très vite sensible. Vous avez tout ce qui est cellulaire V2X. Moi j'associe les deux. Je pense que c'est des changements qui sont vraiment importants, qui ont vraiment apporté beaucoup de choses à la voiture, à la sécurité, au confort et à la sécurité. Voilà. Tout ce qui est téléchargement de données HD map pour la voiture autonome, on voit bien qu'on va avoir besoin de la 5G. Et ce que vous voyez, ce qui est vrai pour un cas d'usage, vous imaginez que quand on multiplie le nombre de cas d'usage, qu'on les empile, forcément, il y a un effet multiplicatif. Donc, si c'était vrai pour un cas d'usage, vous avez besoin de la 5G, encore plus quand vous en mettez 5 ou 15 en parallèle. Voilà, bon, tout ça. Le deuxième... au niveau de la 5G aussi, le deuxième cluster, et puis après je vais laisser la parole aux autres, c'est tout ce qui est faible latence. On pense que ça va venir peut-être dans un deuxième temps lié à la 5G standalone, et puis au fait que c'est aussi, il faut aussi dimensionner la voiture pour pouvoir accepter ce genre de use case-là. Il faut savoir, je vais juste en dire un mot, il y a une révolution qui est en train de s'opérer dans le cœur de la voiture, dans l'architecture même de la voiture, où non seulement on rajoute un module 5G, mais on redimensionne complètement, ou on réarchitecture complètement l'intérieur de la voiture, avec des réseaux IP et avec des calculateurs centraux qui sont complètement software, et des actuateurs déportés qui jouent maintenant le rôle des anciennes. Avant, il y avait une fonction, un boîtier. Là, il y a une vraie révolution qui est en marche. On appelle ça High Performance Computer chez nous, c'est un des éléments sur lequel, qui est dans le scope de mon domaine. Et il y a un corollaire, du coup, c'est que comme on rentre avec un réseau IP dans la voiture, tout ce qui est cybersécurité devient non seulement, c'est-à-dire qu'on ne vient pas greffer, on ne regarde pas quelle est l'architecture, on se dit tiens, comment est-ce qu'on va faire pour faire de la cybersécurité. On dit j'ai des besoins de cybersécurité, comment je fais mon architecture pour pouvoir répondre à ça. Il y a vraiment une révolution en marche dans la voiture qui va accompagner la voiture autonome grâce à cette architecture ouverte orientée service. Pardon. Ça me semble très clair. Saleh, que pense Stellantis de l'arrivée du véhicule automatisé et de la 5G ? Eh ben, il y a... Je ne sais pas si vous m'entendez, oui, c'est parfait. Oui, il y a beaucoup à dire, notamment sur la 5G. La 5G, il y a quand même un changement de paradigme qui est totalement important à dire. C'est qu'on passe d'un monde qui est de best effort à un monde où on peut avoir une qualité de service déterministe. Déterministe, c'est-à-dire quand on dit une latence d'une seconde, on va l'avoir tout le temps. Ah, alors ça, j'aimerais bien avoir une confirmation de la part Alors, juste pour compléter là-dessus, c'est qu'effectivement, on peut arriver à ça avec du network slicing et du radio slicing à une limite, évidemment, qui est celle de la radio, qui, par définition, n'est pas fiable. Néanmoins, on a la possibilité justement de prédire ce qui pourrait arriver en mettant justement ce qu'il faut pour pouvoir avoir la qualité de service nécessaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, quand on parle de sûreté de fonctionnement, de cybersécurité, en fait, il faut imaginer que dans nos véhicules, lorsqu'on appuie sur une pédale de frein, personne n'imagine que lorsqu'on appuie dessus, la voiture ne freine pas. Si on part dans des cas d'usage aussi sophistiqués qui vont assez loin dans le fait où on déporte des fonctionnalités vers le débarqué, il est évident qu'il va falloir se rapprocher de cette vue système que nous, côté constructeur, on la connaît très bien. Celle de pouvoir développer des véhicules qui sont fiables. Donc évidemment, ça, il faut garder. Alors, quand on parle de véhicules automatisés, il faut parler aussi des différents niveaux d'automatisation. Du niveau 2, où on a quand même le conducteur qui est toujours dans la boucle avec finalement le conducteur qui a les mains sur le volant et il doit pouvoir reprendre la main s'il y a un danger.
Le niveau 3, où finalement le conducteur peut, ou le passager peut faire autre chose et sans forcément regarder et être vigilant, attentif par rapport à ce qui se passe sur la route. Néanmoins, le conducteur doit être en capacité de, si le véhicule lui demande de reprendre la main, de pouvoir le faire. Le niveau 4, on parle uniquement de passagers et pas forcément de conducteurs. Et donc, quand on parle de 5G pour le véhicule automatisé, il faut avoir en tête tous ces éléments-là. Et donc, évidemment, c'est des cas d'usage qui sont différents, des usages qui sont distincts. Mais ce qu'on pourrait dire de façon assez évidente, c'est que lorsqu'on opère un véhicule autonome niveau 3 sur autoroute, lorsqu'on dit demander au conducteur de reprendre la main, il faut pouvoir l'anticiper et lui donner le temps de pouvoir passer d'autre chose qu'il fait à la nouvelle action qui est celle de pouvoir conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être en capacité de connaître tous les dangers par anticipation. Si on décompose tout ça encore plus loin, ça veut dire qu'il faut avoir des capteurs qui permettent d'aller aussi loin en termes de détection et d'anticipation des dangers. Aujourd'hui, très clairement, il n'y a aucun capteur, que ce soit lidar, radar ou caméra ou sonar, il n'y en a aucun qui permet d'aller aussi loin que 400 mètres de portée. Les seules possibilités qui nous restent, c'est finalement la connectivité. Et donc la connectivité, elle peut être soit à travers l'infrastructure des opérateurs, mais ça peut être également via les interactions directes entre véhicules et puis l'infrastructure routière. Et donc c'est là où il faut mettre finalement cette convergence entre les mondes numériques, celui de l'infrastructure routière et puis celle du véhicule, puisqu'il y a quand même des données assez intéressantes. C'est quand même un capteur sur 4 roues. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut avoir via le véhicule. Et puis, évidemment, les opérateurs sont là, évidemment, pour nous aider à acheminer tous ces flux d'informations. Pour revenir à l'aspect comment faire un usage efficient de la 5G, il faut savoir qu'une bonne partie du débit qui est utilisé, c'est surtout du flux vidéo. Donc, une autre façon d'optimiser notre consommation finalement de la data, c'est d'utiliser des modes de compression différents, donc des usages différents. Donc il y a des codecs aujourd'hui, par exemple sur les vidéos. Aujourd'hui, on utilise du H264. La prochaine génération permettrait de diviser par 2 cette utilisation du débit. Donc finalement, il y a à la fois une bonne nouvelle qui est celle de la 5G avec de nouveaux changements de paradigme, avec des capacités qu'on n'avait pas auparavant avec la 4G. On a des besoins pour le véhicule autonome qui sont assez clairs, du niveau 2 jusqu'au 4 où on n'a plus de conducteurs dans la boucle. Et puis enfin, finalement, ce qui va nous permettre d'aboutir à quelque chose d'intéressant, c'est aussi d'utiliser la 5G pour améliorer notre positionnement du véhicule. On l'a peut-être pas évoqué, mais très clairement, l'infrastructure des opérateurs peut également être utilisée pour améliorer la précision GPS de nos véhicules. Donc ça, c'est encore un autre élément qui se rajoute dans tous les avantages qu'on pourrait entrevoir au travers la 5G. C'est beaucoup de promesses dans la 5G standalone, donc d'où l'intérêt d'être impliqué fortement dans des expérimentations à large échelle et des déploiements pour justement confronter ces promesses avec une réalité, celle du terrain, donc dans des milieux urbains, autoroutiers et périurbains. Voilà. Alors ça l'est très bien, ça c'est pour le véhicule automatisé. On va revenir un peu, à ton avis, qu'est-ce que la 5G peut offrir comme autre service que l'automatisation ? C'est une question compliquée. Moi, je l'ai entendu dans mes activités précédentes avec un chef que Isabelle doit bien connaître maintenant, où à chaque fois, il me disait tu veux mettre de la 5G dans nos voitures, mais ça coûte cher, pourquoi faire ? Voilà. Pourquoi faire ? C'est quoi la killer application pour parler voilà. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut apporter, des services que ça peut rendre qu'on ne sait pas faire aujourd'hui ? Alors pour histoire de mettre un petit peu d'ambiance, ma réponse à ça, c'est si je le savais, je me mettrais à mon compte et je deviendrais milliardaire. Ouais. Maintenant... La réponse, je vais tourner peut-être la question. Personne ne dirait que demain, il n'y aura pas la 5G. Donc la 5G sera là demain. Donc dire qu'on ne pourrait pas utiliser la 5G, je pense que ça serait quand même ne pas considérer en tout cas. C'est du techno-push, ça. Voilà. Mais par contre, en termes d'usage, on a parlé de remote driving, je pense que ça a été évoqué par Thomas.
Pour le remote driving, effectivement, on sort du paradigme de la data et on va chercher d'autres qualités de service sur la latence, sur la fiabilité des communications. Ce sont de nouvelles demandes qu'on n'avait peut-être pas auparavant et qui viennent et qui sont peut-être spécifiques au monde de l'automobile. Au-delà de ça, on a des enjeux d'aujourd'hui. On a parlé de nouvelles architectures pour nos véhicules. Donc ça veut dire être en capacité de mettre à jour à distance les véhicules. Sur une flotte de millions de véhicules, c'est beaucoup. Et donc avoir l'infrastructure qui est en capacité de nous permettre ça, c'est quand même un élément assez important pour aujourd'hui, pour les besoins imminents. Donc on parle de la 5G non standalone avec les combinaisons des capacités 5G et puis la 4G. Et donc pour la 5G standalone, on est bien sur les aspects fiabilité et de latence qu'on n'a pas par ailleurs. Enfin, un élément qui est important à garder à l'esprit, c'est que dans le monde de l'automobile ou de la mobilité, ça reste quand même de la mobilité locale. Donc avoir des serveurs ou des capacités de calcul à proximité de la mobilité elle-même, ça reste quand même quelque chose d'assez intelligent et intelligible. Et on comprend tout de suite qu'on va y gagner en termes de latence et de fiabilité, contrairement à un passage à un cloud où on ne sait pas forcément où est-ce que c'est exactement. Le dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le positionnement précis. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir via l'assistance des réseaux 5G. Ouais. Très bien, merci. Alors Guillaume, tu nous as déjà dit tout à l'heure un peu quel cas d'usage tu voyais de la 5G. Est-ce que tu peux nous en refaire une petite liste, je ne sais pas, un peu plus exhaustive ou... Qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, je n'irai pas jusqu'à une killer application, mais qu'est-ce qu'il y a, voilà. Parce que j'aurais fait comme toi. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différenciation, comme service différenciant que la 5G va apporter vu de la croix? Vu de la croix, et je crois que ça ressort de la table ronde là aujourd'hui, c'est que nous on croit beaucoup dans les capacités de mutualisation. C'est-à-dire que là, on parle, tout à l'heure, on parlait de cyber, sûreté de fonctionnement, comment on allait adresser effectivement à la fois les besoins du véhicule, mais aussi les besoins du territoire. Donc à un moment donné, effectivement, on parlait de sapin de Noël, c'est pareil au cœur de nos villes, il n'y a pas vraiment une velléité d'avoir des choses dans tous les sens. Et donc il va y avoir un besoin de rationalisation, à mon avis, assez forte. Et c'est là où effectivement la question prise comme ça n'est pas toujours simple, parce que est-ce qu'il y a une killer app ou est-ce que finalement on n'est pas plus efficace effectivement avec des équipements et des architectures qui globalement servent tout un tas de problématiques de façon plus efficace à la fois sur l'ensemble des sujets cyber. On a des clients, collectivités, qui sont aujourd'hui morts de trouille parce qu'effectivement ils opèrent des services relativement sensibles et qu'il y a des menaces de ransomware, de blocage des services publics qui sont terribles. Donc de toute façon, ces sujets-là, il y a urgence à les traiter. Après, je veux dire, c'est sûr que le fait d'avoir, je parlais de levier d'innovation avec la 5G, c'est sûr que ça tire en fait toutes ces problématiques-là. Ça, c'est un point de départ. Après, on le voit, et je vais prendre les exemples de ce qu'on déploie dans 5G Open Road, parce que c'est un peu comme la mobilité autonome. Il y a des services qu'on peut mettre en œuvre, mais là aussi, je pense qu'on a un besoin d'efficience sur les équipements qu'on déploie au cœur de ville. Et donc, il faut qu'on trouve des usages, en tout cas pour des besoins court terme du territoire. Un territoire, aujourd'hui, nos clients, nous, ils nous demandent effectivement d'être efficaces, bien sûr, du point de vue des coûts, d'avoir la ville la plus attractive possible, prendre en compte la sécurité de tous les usagers et fluidifier le trafic. Bon, je la fais à peu près simple, c'est facile à dire. Alors, qu'est-ce qu'on a typiquement déployé et qu'on est en cours de déploiement dans le cadre de 5G Open Road grâce à, je dirais, à l'intelligence collective qu'on peut avoir au niveau des partenaires, c'est typiquement tout ce qui est concept d'intersection intelligente. C'est dire, typiquement, je reviens sur mon exemple de prise en compte de priorité de transport en commun, par exemple, où là, il y a des besoins réels de la ville. Aujourd'hui, il y avait des marchés existants avec une structuration, je dirais, d'écosystèmes qui existent et qui permettent de mettre en œuvre ces applications-là. Et au travers le fait de mettre, par exemple, la priorité des bus sur des technologies effectivement pointe à pointe en utilisant la 5G, c'est rendre aussi le carrefour intelligent et communiquant vers les véhicules connectés et puis du coup permettre les déploiements de services type GLOSA, donc tout ce qui est effectivement information notamment au feu, où on sait que c'est un point dur de la ville où il y aura des besoins de latence et c'est là où peut-être il y a le plus de services. Donc typiquement les cas d'usage c'est ça, c'est priorité du transport en commun parce que c'est
d'abord un service qu'on peut mettre en place, je dirais, de façon opérationnelle avec un retour sur investissement pour la ville qui est clair, et en même temps permettre cette mutualisation, parce que derrière, on peut activer des traversées de véhicules autonomes, de services autonomes tels qu'on le fait dans 5G Open Road. Et on croit beaucoup finalement à cette approche combinatoire en mutualisant les cas d'usage. Donc le concept d'intersection intelligente qu'on défend là tous ensemble dans 5G Open Road, c'est typiquement de faire ça, d'intégrer les vulnérables dans la réflexion, c'est-à-dire prioriser la régulation de trafic quand on a des vélos qui arrivent, quand on va avoir effectivement les trottinettes, les piétons, faire en sorte qu'on va les sécuriser parce qu'on va prolonger les temps de traversée, etc. Des choses, vous allez me dire, qu'on peut faire avec d'autres technologies, oui c'est vrai, mais à un moment donné, on ne va pas déployer pour chaque cas d'usage que je viens de citer, une technologie, sinon effectivement on va avoir encore l'effet sapin de Noël qui est vraiment plus possible et vraiment pas dans l'air du temps de nos clients. Voilà. Donc si j'entends bien ce que tu dis, il n'y a pas une killer application, par contre il y en a tout un tas qui grâce à la 5G peuvent être améliorés et apporter un meilleur service justement ensemble. C'est ça. Voilà, pour nous c'est vraiment le point important. Qu'en pense Transamo ? Tu nous as dit tout à l'heure, Jean-Laurent, quels étaient les bénéfices propres aux autobus ou aux objets eux-mêmes, mais par rapport aux clients. Alors, aux clients, donc au-delà de tout ce qui va être traversée de carrefour, où on va optimiser donc les services, on va minimiser, comme on a dit, les arrêts et redémarrages de véhicules qui sont lourds et qui consomment. On va aller vers du traitement d'image. Je pense beaucoup aux services de vidéoprotection, etc. On est en train de voir, mais nous on le voit dans nos applications professionnelles, la nécessité, et compte tenu du renchérissement de l'énergie et ainsi de suite, de mieux contrôler ce qui se passe sur nos sites industriels. Donc je pense que la vidéo est à prendre en compte, avec derrière du traitement d'image qui va être associé. Pour nous, il y a, par rapport à nos bus qui doivent se charger toute la nuit, on peut se trouver sous des obligations d'assurer une présence humaine pour les surveiller, etc. Avec du traitement d'image, si on va chercher dans des spectres, pas seulement que le visible, mais d'autres, on peut commencer à regarder s'il n'y aurait pas des points d'échauffement, des démarrages éventuellement de points chauds qui viendraient à venir sur ces véhicules. Donc oui, il y a les applications de mobilité, mais j'en vois d'autres. Et je pense que la vidéo sur nos infrastructures professionnelles, pour mieux gérer nos sites et ainsi de suite, peut aussi avoir des conséquences intéressantes pour les opérateurs. Il n'y a pas que le mobile, il y a aussi le statique. Exactement. D'accord. Je pense qu'Antuc ne dira pas le contraire. Alors justement, il y a un point important, et c'est aussi pourquoi cette table ronde elle est aussi large, c'est la coopération entre les différents acteurs qui constituent toute cette chaîne de mobilité. Alors j'aimerais avoir vos points de vue sur le sujet. Peut-être Antuc, on peut commencer par toi pour que tu nous dises, voilà, en quoi la coopération est utile, indispensable, comment tu vois ça entre les différents acteurs ? Oui, en effet, c'est un élément très important pour la réussite de cas usage. Via nos expériences variées dans le cadre de la stratégie d'accélération, nous avons vite vu qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que le monde de télécom parle avec le monde des utilisateurs, donc par exemple avec le monde de transport, pour comprendre déjà le besoin des uns et des autres. Par exemple, il faut comprendre le besoin des acteurs de transport. Et puis les acteurs de transport, il faut qu'ils comprennent aussi l'apport de la 5G. C'est très important d'avoir un dialogue fluide. Et dans le cadre de nos appels à projets, on demande toujours aux acteurs de venir en consortium pour les pousser à travailler ensemble. Et avec du recul, les trois clés de réussite pour faire décoller les cas d'usage, premièrement, c'est la maturité technologique. Deuxièmement, c'est la visibilité réglementaire. Troisièmement, c'est l'équation économique.
je détaille. La maturité technologique. On parle aujourd'hui de cette expérimentation de grande échelle ou d'expérimentation plus locale. Mais l'idée, c'est de faire maturer notre compréhension de la technologie, de comprendre tout ce qui est slicing, latence. Ça reste théorique à ces stades. On va voir venir les releases différentes, donc il faut les tester, il faut le faire maturer, il faut le faire coller à la réalité terrain. Donc sans ça, on ne peut pas faire décoller le cas d'usage. Deuxièmement, la visibilité réglementaire. On a vu, par exemple, avec la directive ITS, c'est très important pour les acteurs de savoir quelles sont les technologies de référence. Est-ce que c'est le CV2X? Est-ce que c'est l'ITS G5? Sans cette visibilité, les acteurs ne vont pas y aller. Il n'y aura pas un investissement massif dont on a besoin pour avoir des véhicules connectés dans toutes les routes françaises ou européennes ou mondiales. Voilà. Donc c'est très important pour les acteurs de travailler ensemble et de faire remonter à l'État et aux décideurs politiques et juridiques et réglementaires quelles sont les bonnes manières d'avancer pour avoir un cadre réglementaire favorable au développement de cas d'usage. Et le troisième étape, c'est l'équation économique. Parce que oui, l'État est là pour donner un peu d'aide au début, mais à long terme, pour que ça marche, il faut une équation économique. Il faut le killer application, c'est non seulement parce qu'il y a un besoin technologique et sécurité ou fiabilité, mais aussi il faut que ça paye derrière. Il y a de chiffre d'affaires qui arrive, il y a de vraies demandes par les utilisateurs. Et ça, c'est pas évident. Surtout la sécurité, en général, c'est pas, les gens ne seront pas prêts à payer tout de suite, peut-être. Donc il faut travailler sur ces trois clés pour pouvoir faire décoller le cas d'usage, que ce soit de la 5G ou ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça que c'est tellement important de travailler ensemble, de prévoir. Voilà, vous avez la visibilité sur la couverture des aires routières, que les opérateurs mobiles a été dans la discussion avec l'État, étaient prêts à accepter, et je les salue, parce que c'est des investissements très importants. Donc, profitez-le. Sachez qu'en 2025-2027, Bouygues, Orange, SFR Free auront de couverture des aires routières dans les zones moins denses, avec de débits importants, avec de latence importante. Donc, profitez-le pour préparer dès maintenant la technologie. Donnez-nous des idées pour le cadre réglementaire, travailler sur l'équation économique. Voilà. Merci beaucoup. Endofen, qu'en pense TDF de la coopération? Côté TDF, nous partageons cette conviction, c'est que la 5G va accélérer la nécessité de coopération entre différents mondes, des mondes qui ne se parlaient pas avant. Et l'exemple de cette table ronde, en fait, parce que dans cette table ronde, nous avons un institut de recherche, des opérateurs de transport, nous avons un opérateur mobile, nous avons l'État, un opérateur d'infrastructure, les équipementiers, les constructeurs automobiles. C'est disons, une table ronde assez riche. Si on avait fait une table ronde il y a 3-4 ans sur la 5G, on aurait eu peut-être un opérateur, un universitaire et peut-être un équipementier télécom. Donc, ce changement, en fait, nous montre que la prochaine étape de la 5G, c'est bien sûr la 5G pour le grand public, mais aussi c'est la 5G pour le business, pour les industries. Et nous, dans ce cadre-là, en tant qu'opérateur d'infrastructure, on se positionne toujours sur les infrastructures aussi bien actives que passives. Donc on continue, comme je l'avais dit, à accompagner nos clients habituels, mais on participe à différentes initiatives, comme par exemple avec VDCOM, qui nous permet aujourd'hui de pénétrer l'écosystème automobile de manière générale, mais du véhicule autonome. On travaille aussi avec d'autres instituts de recherche comme BICOM, qui nous permet de faire de la R&D sur les réseaux 4G, 5G et plus, mais à un très très haut niveau.
Et nous sommes aussi très sensibles à la question de la souveraineté. On n'a pas eu beaucoup de temps d'en parler aujourd'hui, mais lorsqu'on parle de véhicules autonomes ou bien d'un réseau de véhicules autonomes qui se base sur un réseau de téléphonie mobile, la question de la fiabilité de la radio est importante, mais la question de la souveraineté, de la sécurité, de la souveraineté du réseau, mais aussi de la souveraineté des données, de la sécurité des données, est extrêmement importante. Et dans ce cadre-là, donc, on travaille avec différentes institutions pour voir, en tant qu'opérateur d'infrastructure, comment on peut accompagner les industriels, mais aussi les collectivités locales dans cette souveraineté-là. Très bien, merci. Et Sophie, alors, qu'en pense Valeo de ce besoin en coopération, sachant que les équipementiers automobiles étaient très habitués de travailler avec les OEM? Maintenant, il faut élargir le spectre. Je peux encore une fois que être d'accord avec ce qui vient d'être dit. À chaque fois, je passe la dernière, donc c'est un peu de la redite. Effectivement, désolé. Non, mais c'est parce qu'on sait que tu as des idées originales à apporter en plus. Pas tant que ça, mais bon, voilà. Oui, donc, effectivement, je suis tout à fait en phase. On le voit au quotidien, notamment dans 5G Open Road. Au quotidien, quand je travaille avec Renault ou Stellantis, on se comprend assez vite, en fait, sur les sujets. Dès qu'on parle avec Bouygues ou Nokia, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas le même vocabulaire, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour nous. On a besoin de cette collaboration, on a besoin de cette aide, de ce financement par l'État ou par la Commission européenne pour justement favoriser cet échange. En plus, moi, c'est mon métier de faire cette collaboration, donc j'y crois beaucoup. Je pense que c'est très important. Et surtout, on a besoin de valider la 5G en conditions réelles, parce que tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment tout. De pouvoir permettre à tous ces acteurs de travailler ensemble sur des cas d'usage concrets, avec des technologies différentes, des maturités différentes, avec des mobilités différentes. Je pense que c'est génial, en fait. En plus, on s'éclate au quotidien. Et surtout... Ça, c'est important aussi. Oui, non, mais voilà. Et on pense aussi, à l'équation économique, puisque c'est des sujets qui apparaissent dans les projets collaboratifs. Et même, on nous demande d'aller tester toutes les fonctionnalités, aller tester les fonctions. Et c'est aussi suite à ces proof of concept ou suite à ces tests qu'on pourra dire si ça a une viabilité ou pas. Et donc construire le modèle économique qui va derrière. Donc il y a quand même, je pense qu'on répond en fait à ces trois attentes. Et donc voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc on a fini pour les questions non préparées. Donc maintenant, je me tourne vers l'assistance pour voir si vous avez des questions. Oh là là, ça... Oui, on a parlé tout à l'heure efficacité énergétique sur les réseaux 5G. Je pense qu'il y a un point aveugle qui n'a pas été abordé. C'est celui de la question, c'est que tout ça demande beaucoup de ressources de calcul, donc beaucoup de semi-conducteurs. Il y a eu une crise des semi-conducteurs l'an dernier, qui est d'ailleurs toujours pas résolue, qui a un énorme impact chez les constructeurs. Et donc, est-ce que, par hasard, tous ces besoins supplémentaires accrus en termes de calcul, de communication, etc., est-ce que finalement, pour lesquels on a beaucoup d'attentes, est-ce que finalement la question des semi-conducteurs, donc avec la crise qu'il y a eu, mais aussi les crises à venir comme les crises géopolitiques, est-ce que finalement ça ne va pas un peu refroidir toutes ces belles attentes? Alors, qui souhaite répondre? Oh là, tout le monde à la fois. Ah, Isabelle. Peut-être un petit point. Alors, je ne sais pas si effectivement les crises vont s'enchaîner, si ça va avoir un impact, mais ce qui est intéressant dans ce qu'on étudie sur la 5G, c'est la répartition entre l'embarqué et le débarqué. Et si effectivement on arrive à terme à avoir pas mal de choses qui sont calculées dans l'infrastructure, ce sera mutualisé par le nombre de voitures qui vont passer. Donc, ce seront des calculateurs qui ne seront plus dans les véhicules, donc on fera peut-être des véhicules aussi moins chers, donc avec moins de calculateurs et on sera moins soumis à la crise des semi-conducteurs. Et effectivement, on arrivera à mutualiser et à offrir le service à un maximum de clients. Je voudrais... Ah, tu voulais dire, Sophie? Oui, je t'en prie. Plutôt côté équipementier, on travaille aussi sur d'autres solutions souveraines qui pourraient aussi nous affranchir de ces crises, en fait, mais dans le cadre d'autres projets, donc, qui ne sont pas directement liés à la 5G, mais qui concernent en fait la partie calculateur, par exemple. Juste un petit complément.
En fait, l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie cyclique. Donc tous les N années, elle arrive à ses limites de capacité de production et tous les N années, on tombe dans des situations de shortage. Tout le temps. Ça fait 30 ans, plus que 30 ans que je travaille dans l'automobile et j'en ai connu je ne sais combien des comme ça. Sauf que cette année, ce coup-ci, il y a eu il y a eu plusieurs effets qui se sont rassemblés. Et en fait, l'impact Covid a été gigantesque parce qu'il faut bien voir un truc, c'est que l'automobile en 2020, du jour au lendemain, a arrêté de produire. Du jour au lendemain. En moins d'une semaine, il y a eu je ne sais combien d'usines dans le monde qui se sont fermées. Ce qui est absolument démentiel. Donc, pendant ce temps-là, on s'est tous retrouvés chez nous, on s'est dit on a besoin d'être connectés. Alors, tout le monde s'est précipité sur des ordinateurs, des téléphones. Les industriels, ils ont mis des serveurs un peu partout et ils ont donc absorbé une quantité de composants gigantesque. Ce qui a amené l'industrie de production des semi-conducteurs à saturation assez rapidement par rapport à leur cycle standard d'investissement. Et quand l'automobile s'est réveillée, les composants, ils étaient partis ailleurs. Donc c'est ça qui s'est passé. Maintenant, il faut que l'industrie des semi-conducteurs, comme d'habitude, investisse, fabrique des nouvelles usines et soit en capacité de répondre à nouveau à la demande. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Ça va se normaliser peut-être probablement l'année prochaine, parce que les temps de production des usines, c'est pas du jour au lendemain non plus. Donc l'impact de la 5G, à mon sens, ça n'a pas d'impact réel sur ce. C'est un problème standard d'évolution de la consommation des semi-conducteurs. Puis il faut voir que l'industrie automobile est un petit consommateur de composants. Il ne faut pas l'oublier. Le plus gros consommateur de composants au monde, c'est Apple, qui a un chiffre d'affaires d'achat de 65 milliards. Le plus gros consommateur de composants automobiles, c'est Bosch, qui en achète pour 3,5 milliards. Juste, ça donne une idée. Donc forcément, quand Apple va chez TSMC pour acheter des composants et que Bosch va à côté, devinez qui va servir TSMC en premier. Oui, Sébastien Kessler de Continental. C'était juste pour revenir sur la question sur la latence de la 5G, si on peut avoir une réponse de Bouygues. Ah, elle n'a pas échappé celle-là. Alors, à quel horizon ? Parce que aujourd'hui, la latence sur nos réseaux, elle est variable, mais elle est en moyenne aux alentours de 50 millisecondes. C'est à peu près les ordres de grandeur si vous faites un test aujourd'hui sur lequel vous allez tomber. La promesse extrême de la 5G en milieu industriel qui arrivera dans, 3, 4 ans, 5 ans, c'est en utilisant les fréquences très hautes, millimétriques, 26 GHz, en mettant en place des techniques donc URLLC qui fait que par rapport à aujourd'hui, en fait, vous savez que la 5G, c'est du TDD. Donc, voilà. Donc, avec l'URLLC, on peut encore diviser la taille des slots temporels et donc gagner encore en latence. Là, on espère descendre en dessous des 5 millisecondes. On ne sait pas encore, entre 1 et 5, mais c'est vraiment dans des environnements très particuliers parce que la bande millimétrique, ça ne porte pas très loin. C'est hyper sensible à la moindre perturbation. Vous passez devant, ça peut perturber le signal. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Ce qu'on vise après, c'est valeurs intermédiaires sur le réseau macro qui seront en dessous des 20 millisecondes. Donc pareil, ça c'est ce qu'on va regarder. Est-ce que ça sera 15, 12 on ne sait pas encore. Mais c'est à peu près les ordres de grandeur, en tous les cas, que les constructeurs nous vendent. Après, c'est toujours pareil. On peut avoir des surprises quand on fera les expérimentations en vrai. Oui, alors sur la garantie, ouais, je peux. Ouais. C'était vraiment parce que les services, on a besoin de savoir quand est-ce qu'on ça ira de bout en bout. Alors, et pour aussi répondre à la question avant sur la collaboration, c'est totalement inhabituel pour nous, opérateurs, d'être dans des enceintes comme ça et de discuter. Et une des raisons pour lesquelles on a besoin de cette collaboration et de discuter avec vous, c'est que, je l'ai dit, la 5G, c'est une technologie qui est beaucoup plus ouverte que la 4G. La 4G, on l'a déployée fonctionnellement et c'était... Une fois qu'on l'a posé, vous l'utilisez, vous en faites ce que vous voulez, mais finalement, on n'a pas besoin de savoir de quoi vous avez besoin. Sur la 5G, c'est très différent. Les équipementiers vous racontent qu'il y a plein de features dans la release 15, la release 16, la release 17, etc. C'est pas parce qu'elles sont présentes qu'elles sont toujours bien développées, et c'est pas parce qu'elles sont présentes qu'on les déploie.
Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec vous, c'est de comprendre quelles sont, dans toutes ces features, quelles sont celles qui vous apportent vraiment de la valeur et pour lesquelles ça vaut le coup que nous on investisse et qu'on les déploie. Donc typiquement, si la géolocalisation plus précise pour descendre en centimètres est importante, effectivement, il y a des solutions en 5G pour rediffuser des correctifs RTK vers les récepteurs GPS. Ce n'est pas une feature standard, mais on peut la développer, si ça a de la valeur pour vous. Sur la latence, c'est pareil. Il y a des mécaniques dans le temps sur lesquelles on peut travailler pour garantir de la latence. C'est le travail à faire avec les constructeurs, sur lesquels on peut arriver à mettre en place des mécaniques qui rendent la latence prédictive. Mais c'est l'investissement parce que ce n'est pas une fonctionnalité native comme ça. François Piondrancy, Fareco, 2 éléments. Le premier, c'était sur le fait de passer à la 5G, en quoi ça va améliorer la couverture du territoire. Parce que le nombre de personnes qui, en milieu rural ou autre, se retrouvent avec même pas de la 2G, et je l'expérimente à la campagne, alors de là à piloter un véhicule connecté, avoir une information sur une intersection un peu masquée, en quoi le fait de mettre en place la 5G va résoudre le problème. Et ensuite, je pensais justement à un cas d'usage, qui est le e-call. C'est-à-dire un des services quand même de base que peut apporter le réseau cellulaire, c'est l'alerte en cas d'accident grave, de malaise ou de situation. Et je reviens au premier élément, si on se trouve dans une zone non couverte, en quoi la 5G va être meilleure que ce qu'il y avait avant. Bon, voilà, je n'ai pas forcément de réponse, mais je souhaitais apporter le... Qu'est-ce qui veut répondre? Alors, la 5G en termes de couverture n'apporte rien. Par contre, ce qu'elle a apporté, c'est qu'on a pris des engagements supplémentaires dans le cadre de nos licences, qui fait qu'on va encore améliorer notre couverture. Par contre, malheureusement, la France, c'est pas les Pays-Bas, et donc à couvrir l'intégralité du territoire, c'est hyper compliqué. Hein, et je ne sais pas si on y arrivera un jour. Malgré tous les accords, on a énormément d'accords de coopération avec nos 3 autres concurrents, justement pour aller couvrir toutes les zones blanches, parce qu'il y a un moment, c'est juste pas rentable d'aller installer une antenne, ça coûte plus de 200 000 € à poser. Donc s'il y a 3 habitants sous l'antenne, c'est pas très très rentable. Donc on a déjà, on déploie ensemble. Alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'est plusieurs milliers de sites qui sont déjà déployés collectivement, donc avec des opérateurs d'infrastructure pour nous aider, sur lequel les 4 opérateurs sont présents et se partagent l'investissement. Les collectivités aussi ont financé un certain nombre de sites. Voilà, mais c'est pas lié à la technologie, là, c'est du pur investissement et c'est trouver des solutions de financement aussi, parce qu'il y a un moment, c'est juste pas rentable. Et là-dessus, la 5G apportera malheureusement pas grand-chose en termes de couverture. Saleh, tu complètes? Oui, juste rapidement. La réponse, elle est peut-être dans la 6G. Et les travaux ont commencé depuis quelques années maintenant sur que sera la 6e génération. Et effectivement, la question de disponibilité d'un réseau partout, ou en tout cas dans un espace, une territorialité assez importante, on va peut-être retrouver la réponse dans la 6e génération, au travers de la communication avec les LOE, c'est les Low Earth Orbit, donc les satellites en orbite basse. Et c'est peut-être la transition qui permettrait justement d'avoir une couverture un peu plus importante. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le timekeeper nous rappelle à l'ordre parce que l'heure de la séance est écoulée. Donc je voulais remercier tous les participants. Merci beaucoup. Je voulais remercier également tout le public. Et je vous invite à aller au buffet qui est organisé en bas, c'est ça, où vous aurez encore loisir de poser les questions que vous voudrez aux participants de cette table ronde. Merci beaucoup.